Maintenant, on va passer sur une autre question assez importante, c'est finalement je décarbone où et quoi. Qu'est-ce qu'on doit regarder dans la mobilité pour décarboner? Donc ici, c'est la typologie des déplacements dans la métropole de Lyon, enfin des habitants de la métropole. Donc on voit qu'il y a la majorité des déplacements sont locaux en fait, c'est-à-dire c'est 66% des déplacements qui ne sont pas sur des grosses distances, avec beaucoup de marche à pied, mais aussi pas mal de voitures. On a pas mal de déplacements radio, qui sont faits pas mal en transport en commun et en voiture, avec une grosse dynamique en faveur des transports en commun, puisque c'est là qu'on a concentré la majeure partie des efforts de fabrication d'un réseau de transport en commun, et c'est sur ces déplacements-là que ça marche bien. Ce qui est plus inquiétant, c'est ces déplacements de périphérie à périphérie, qui sont faits quasiment qu'en voiture, à 87%, et qui sont en très forte croissance. Ici, 22% par rapport à la précédente enquête pour ceux de bassin à bassin. Et après, il y a ceux externes, qui sont finalement assez importants, qui représentent pas tant que ça en déplacement, mais qui représentent par contre 59% des distances. Et ça, c'est pas terrible pour le CO2, puisque le CO2 il est plutôt proportionnel à la distance qu'au nombre de déplacements. Et ça, c'est beaucoup fait en voiture. Mais finalement, les transports en commun, le train surtout, s'en sort pas trop mal. Enfin, s'en sort pas trop mal. On voit qu'il y a un potentiel avec déjà une pratique qui existe. Et il faut voir que le chiffre il est important, mais c'est aussi parce qu'il se rapporte finalement à toute la métropole. Donc ça peut inclure aussi bien des trajets finalement entre deux zones côte à côte, limitrophes, que des trajets vers des villes très très loin. Voilà. Et donc moi ce que j'ai envie de dire, c'est que courte distance, longue distance, c'est important de faire la distinction, mais pas pour les traiter séparément, mais au contraire pour les traiter en même temps, à cause de la question des boucles de déplacement et de la dépendance entre la courte distance et la longue distance. Ce dessin-là, je l'avais mis pour vous montrer que par rapport à ces déplacements ici, périphérie à périphérie, on voit le site propre réseau lourd de Lyon qui est finalement bien maillé et performant, mais par contre que sur la partie centrale de la métropole, sur une ville comme Munich. On a aussi ce réseau-là, mais il y a une intégration qui est plus poussée avec quelque chose qui, ici, il est très vert, qui s'apparente finalement à un réseau ferroviaire métropolitain. Mais on y reviendra. Voilà. Nous, on a T3 qui ressemble un peu à quelque chose comme ça. Alors, sur la question des chaînes de déplacement, je vais vous parler de l'exemple de quelqu'un qui habiterait par exemple ici à Charbonnières et qui travaillerait ici à Pierre-Bénite. Donc aujourd'hui, ce qui est assez clair, c'est que le mieux, c'est de prendre sa voiture, d'aller déposer les enfants à l'école, ou alors et de rejoindre le boulevard du Val-Vert, l'autoroute, le tunnel de Fourvière, les quais, et d'aller à Pierre-Bénite. Ça prend à peu près 40 minutes à l'heure de pointe, sans compter la pause devant l'école. En transport en commun, pas évident, puisque déjà, le bus, bon, certes, il rejoint Lyon assez rapidement, hein, ça met 20 minutes, mais après, il faut changer, prendre le métro, rechanger, reprendre le métro, rechanger, reprendre un bus. Les petits points, c'est les arrêts du bus. Il y a la marche aux deux extrémités, donc c'est déjà assez long en soi, et si en plus on doit aller poser les enfants à l'école, qui n'est pas forcément juste à côté, puis aller prendre le bus, on a des pertes à chaque fois. Au total, on est plutôt sur 1h25, donc on comprend assez bien que personne ne peut se permettre de faire ce genre de trajet tous les jours. Enfin, c'est-à-dire que la compétitivité par rapport à la voiture ici, elle est quand même assez compliquée. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le système voiture, à partir du moment où, de toute façon, on est obligé d'avoir deux voitures, c'est-à-dire qu'on a finalement emménagé dans un truc qui ressemble un peu à ça,
peut-être en moins caricatural, mais globalement ça, c'est-à-dire une maison où la moitié de l'espace au sol est utilisé pour la voiture à peu près. Et ça, c'est voilà, pas sous-estimer la quantité prise de place et prise par les voitures dans les logements. Hein. Si on prend un appartement à Lyon aujourd'hui, en moyenne, ça doit faire 60-65 mètres carrés. Et un parking, un box, hein, y compris les circulations de voitures, c'est plutôt entre 25 et 30 mètres carrés. Donc c'est quasiment un appartement moyen plus un parking. Il y a quasiment la moitié de la taille de l'appartement qui est utilisée pour faire le parking. Et une fois qu'on s'est installé dans ce genre de système, qu'on a 2 voitures, et ben forcément, ça va être assez pratique d'aller au supermarché ici, Carrefour Planète avec Ully, d'aller au parc Le Miribel se promener, d'aller au restaurant ici sur les quais de Saône, et puis finalement de prendre aussi sa voiture pour aller au centre-ville. Donc il y a un effet système qui est assez fort à partir du moment où finalement le déclencheur, c'est qu'on a des infrastructures performantes qui permettent de faire des déplacements qu'on peut faire qu'en voiture. Et ensuite, ça, voilà, un effet système qui fait qu'on va se balader en voiture dans les rues de la ville, devant l'école et un peu partout. Alors que, donc on voit là que si on fait l'anneau des sciences, finalement, ça ne change pas fondamentalement le problème. C'est-à-dire que au lieu de passer comme ça, je vais passer comme ça. Donc certes, je ne vais pas passer sur les quais de Saône et à Perrache, donc il y a un petit gain de ce côté-là. Mais dans Charbonnières, je ferai exactement les mêmes trajets. Devant l'école aussi. Ici, sur le tunnel du Val-Vert, je vais utiliser les routes pareilles. Et ici, pareil. Et ensuite, tout pareil pour aller me promener en voiture un peu partout. Donc c'est pour ça, à cause à la fois de l'effet d'induction et de l'effet de dépendance des boucles de déplacement, des déplacements courts aux déplacements longs, et de l'effet système, qu'il n'y a pas de gain à attendre de l'anneau des sciences, ni sur les voies, les petites voies des petites rues en surface, ni finalement sur les grands axes de toute la métropole. Plus un autre effet, ici j'ai fait le petit calcul à partir des coûts, de tout ce que la métropole a engagé comme dépenses dans les transports en commun, les tramways et tout ce qu'on a construit comme tramway et métro depuis l'an 2000. Donc c'est-à-dire Colomb il était élu en 2001. Et donc, au total, on voit qu'à chaque fois, on a construit un réseau par petits bouts. On voit que le tramway est beaucoup moins cher que le métro, hein, puisqu'avec 200 millions d'euros, on peut faire 10 km de T4, alors que pour à peu près le même prix, on fait que 1,7 km de métro B. Et globalement, le total de tout ça, depuis que Colomb est élu maire de Lyon, ça fait quand même 3 mandats, ça fait quand même 1,2 milliard. Et on a construit 50 km de réseau qui ont changé la ville. C'est-à-dire le moins 10% de par modèle voiture qu'on a vu tout à l'heure, c'est à cause de ça. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et quand on voit le prix de l'anneau des sciences à 4 milliards, 4 000 millions pour 15 km enterrés, on voit qu'il y a un autre effet qui s'ajoute, c'est la concurrence finalement, pas seulement la concurrence pour les usagers par rapport au transport en commun, mais surtout la concurrence pour les moyens. Avec ce montant de 4 milliards, on pourrait reconstruire entièrement construire une deuxième fois autant de métros que ce qu'on a déjà aujourd'hui. Donc c'est quelque chose vraiment très fort. Et ensuite, pour donner une comparaison, toujours on reprend notre habitant de Charbonnières. Imaginons qu'on ait une politique cyclable qui lui fait donner envie de s'acheter un vélo. Imaginons qu'on prolonge le tram-train de l'ouest lyonnais pour le relier au reste du réseau ferroviaire ici à Perrache. Eh bien, on pourrait tout à fait avoir un train métropolitain, exactement sur le modèle du tram-train qui circule aujourd'hui dans l'ouest, qui pourrait mettre en gros une bonne vingtaine de minutes pour aller à Pierre-Bénite. Et ici, le vélo permet assez rapidement de faire des déplacements qui peuvent être même assez longs, puisque le truc du train, c'est qu'il s'arrête moins souvent. Donc forcément, s'il s'arrête moins souvent, les gares sont plus éloignées. Et donc, j'ai besoin d'aller plus vite que la marche à pied pour aller jusqu'aux gares. Sauf si j'habite juste à côté de la gare, mais ça ne va pas être tout le monde.
Et donc, on voit très bien dans cet exemple-là que déjà, le train et le vélo sont très complémentaires, qu'au total, ils sont relativement compétitifs. On est sur un temps de parcours qui serait à peu près le même que la voiture aujourd'hui avec l'autoroute, mais avec finalement un effet système qui est complètement différent, puisqu'à partir du moment où j'ai besoin d'avoir un bon vélo pour pour l'utiliser tous les jours, j'ai un bon vélo. Voilà, ici c'est en haut à droite, et du coup, peut-être que je peux aller faire mes courses avec ici plutôt que tout à l'heure. Peut-être que je peux aller dans la forêt ici pour me promener plutôt qu'aller ailleurs. À partir du moment ensuite où j'ai un abonnement de transport en commun, ici par exemple moins 50% sur le train, je suis plus tenté de le prendre pour aller au centre-ville de Lyon. Et surtout, ce qui est déterminant, c'est que je vais plus acheter une maison comme ça que la maison tout à l'heure, puisque je réfléchis un peu différemment sur ce que j'ai besoin. Et donc, on voit un effet système qui se crée, qui est aussi très important dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas forcément besoin d'une voiture, il n'y a pas un facteur déclenchant qui va nous faire entrer dans le système voiture, eh bien, on ne va pas forcément y rentrer. Et donc, ça fait que, globalement, c'est une autre raison qui fait qu'on ne peut pas enlever des voitures en construisant des infrastructures qui rendent la voiture plus performante. Donc l'autre chose qu'on voyait par ce petit exemple. Il y avait une question sur la durée du trajet si on prend un vélo à assistance électrique, par exemple. La durée du trajet jusqu'à Pierre-Bénite? Ouais. Je sais pas. Franchement, je n'ai pas regardé. Il y a 15 km. En ligne droite? Non. Donc à mon avis, ça fait au moins 40 minutes, quoi. Loin, ouais, quand même. Ça dépend pas mal du nombre de carrefours qu'on peut avoir sur le trajet, quoi. Je pense que c'est bien 45 minutes, ouais. Mais oui, c'est une remarque assez intéressante. Enfin, moi, en tout cas, j'ai habité assez longtemps à Écully, et j'avais déjà remarqué que quand je voulais aller finalement dans l'est de Lyon, j'allais plus vite en vélo qu'en transport en commun. Parce que les transports en commun, voilà, ils sont plutôt faits pour... le bus, il a une desserte assez fine du territoire. Il est fait pour un rabattement marche à pied, et donc globalement, il va pas si vite que ça. Surtout qu'il ne va pas forcément exactement où je veux, et que les transports sont faits pour se rabattre sur le réseau depuis la périphérie, mais pas forcément pour traverser. Mais pour moi, donc pour revenir à mon graphique, je pense que c'est plutôt quelque chose qu'il faudrait changer. Donc ça, c'est un graphique très théorique qui montre ce qui se passe quand je pars d'un kilomètre zéro ici. Selon mon mode de transport, combien de temps j'ai besoin en minutes pour aller selon la distance à laquelle je vais. Donc, si je vais à 500 mètres, finalement, j'ai bien fait d'y aller à pied, puisque le temps d'aller jusqu'au mon vélo et d'ouvrir mon cadenas, eh bien, c'est plus long que juste d'aller à pied. Par contre, si je vais à 1 kilomètre, c'est quand même plus intéressant de prendre un vélo. La voiture, normalement, c'est un peu plus compliqué à garer, donc il y a encore une plus grande perte au démarrage que le vélo. Tant que je suis en ville, je ne vais pas plus vite que le vélo, donc ça reste plus rapide de partir en vélo. Par contre, dès que je vais être sur un contexte périurbain avec des axes rapides plus forts, finalement, la voiture, elle va aller plus vite que le vélo, et elle va le doubler au bout d'un certain moment. Et en contexte interurbain, encore plus. Voilà, le vélo, il ne pourra pas trop concurrencer la voiture à plus de 10 km, quoi. Alors le problème du bus, c'est que pour aller un bus standard, c'est que déjà, il faut marcher jusqu'à l'arrêt, après, il faut l'attendre. Et ensuite, il n'ira jamais plus vite que la voiture. Le bus, il va forcément moins vite que la voiture, vu qu'il est sur le même réseau. Et en tout cas, s'il n'a pas de voie bus, il va moins vite que la voiture, puisqu'il roule sur le même réseau, et en plus, il a les arrêts. Et donc, pour ces raisons-là, le vélo est quand même assez intéressant jusqu'à 5-6 km, ou pas plus vite que le bus, quoi. Et après, le train,
c'est-à-dire quelque chose qui ne serait pas sur le réseau de la voiture, lui, les gares sont plus espacées, donc si je vais près, c'est pas du tout efficace. Par contre, si je vais loin, interurbain, eh bien, ça va être intéressant puisque j'ai des gains de vitesse au moment d'arriver et de partir dans les villes, et puis une vitesse élevée aussi entre les différentes gares, qui fait que ça va être quasiment aussi performant que la voiture. Et on le voit bien pour aller à Grenoble ou à Valence, finalement, depuis Lyon, c'est aussi rapide en train. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, premièrement, la voiture, c'est pas seulement un modèle forcément performant partout, mais en tout cas, c'est le seul qui est polyvalent. Donc, c'est le seul qui n'a pas besoin des autres. C'est-à-dire que si j'ai une voiture, je fais tout avec. Je n'ai pas besoin de train, je n'ai pas besoin de vélo, je n'ai pas besoin de bus. J'ai peut-être juste besoin de la marche à pied. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile de la concurrencer. Et c'est pour ça que les gens s'achètent une voiture pour un trajet où ils en ont besoin d'une, et ensuite, ils peuvent l'utiliser pour tout, et ils ne prennent plus jamais le train. Tandis que le vélo, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que comme il est efficace que sur la courte distance, on va avoir besoin de déplacements longue distance performants pour avoir finalement un système complet. Et le train, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a besoin de quelque chose de performant sur la courte distance. Sinon, vous ne pouvez pas utiliser le train. Et si le truc performant de la courte distance, c'est la voiture, et ça marche pas bien puisque vous êtes obligé d'avoir une voiture et du coup la voiture n'a pas besoin du train. Voilà. Donc ça montre que je pense que si on veut créer un système de transport, disons décarboné, il faut réfléchir à la fois sur la courte distance et sur la longue distance. Et que si on a des bus, il faut absolument qu'ils aient des sites propres pour qu'ils aient au moins un avantage, quoi. Voilà. Surtout que là, si on regarde quelque chose qui fait un peu mal, c'est les recettes de fonctionnement du Citral. C'est-à-dire, toujours sur mon idée qu'il faut à la fois travailler sur le vélo pour la courte distance et sur les transports en commun pour la longue distance. Aujourd'hui, ce qui empêche qu'il y ait plus de bus et plus de transports en commun, c'est pas que David Kimmelfeld il n'aime pas les bus, c'est qu'il faut de l'argent pour faire tourner des bus. Et donc, quand on regarde l'évolution du Citral, on voit qu'on a utilisé de plus en plus donc, les recettes sont de plus en plus importantes parce qu'on a augmenté le versement transport au fil du temps, qui est bleu. C'est un truc que payent les entreprises pour que les bus fonctionnent dans la ville. Les tarifs ont aussi augmenté, c'est le vert. Mais les tarifs, finalement, ça fait que c'est pas la totalité c'est loin de couvrir tout ce que coûtent les bus. Et il y a des subventions qui sont aussi données, mais qui sont, voilà, encore une fois, c'est pas mal d'argent, 141 millions par an. Et donc, on peut faire peut-être plus, mais ce sera quand même difficile de faire beaucoup plus si on veut avoir un effet d'échelle suffisant pour nous permettre de remplacer les 59% de kilomètres de voitures dont on parlait au début de la présentation. Et donc, ça rend d'autant plus intéressant le fait de dire qu'il faut développer en même temps les transports en commun et les mobilités actives pour justement concentrer les transports en commun sur là où ils sont bons, c'est-à-dire sur plutôt les grandes distances. Et donc, ça passe plutôt par le RER lyonnais, l'augmentation des bus, mais plutôt des bus express que des bus de proximité. Voilà, dans un contexte où on n'a pas l'argent pour faire tout ce qu'on veut avec les transports en commun et plutôt concentrer utiliser les mobilités actives pour la courte distance. Voilà. En tout cas, c'est ce que je conseille. Là, on a les recettes, mais pas les dépenses. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas les recettes pour... on va supposer que les dépenses sont globalement proportionnelles au nombre à la performance du service qu'on offre. Et donc, pour augmenter les dépenses, il faut augmenter les recettes. Pour augmenter les recettes, on peut augmenter le nombre de gens qui prennent les transports en commun. Plus il y a de gens, moins c'est cher. Les tarifs, mais compliqué. Mais voilà, de toute façon, on risque de manquer d'argent pour les transports en commun. Et c'est pas l'argent, et on a besoin de l'argent. Et donc, je vais vous montrer quelques projets pour lesquels on aurait besoin d'argent.